Oui, bonjour à tous. C'est donc pour parler de l'apport de Madeleine à la LDH que je vais intervenir le plus brièvement possible. Mais je crois qu'elle a changé quelque chose, apporté du neuf dans cette association avec une certaine idée qu'elle s'en faisait, hein, qui était parfois d'ailleurs plus ou moins en décalage avec les réalités de ce qu'elle représentait. Parce qu'elle était bien sûr un pied dans l'histoire, en particulier dans l'histoire de la fin du 19e et de la période 1900-1914, qu'elle fréquentait, si je puis dire, quotidiennement dans ses travaux, et un pied dans le présent et dans le militantisme et dans l'engagement. Et son investissement dans la Ligue des droits de l'homme, bon, mérite peut-être quelques réflexions. Alors, comme ça a été rappelé, c'était une militante, hein, une militante fervente, enfin, obstinée. Je l'ai surtout fréquentée dans les 5 dernières années de sa vie, au moment où elle n'était plus présidente, mais elle était toujours présente au sein de la Ligue, elle suivait des dossiers certains, tout particulièrement, et elle s'était lancée dans cette création d'un collectif Tros et Tros sur la question d'Israël-Palestine, et les réunions se terminaient, elle avait plus de 80 ans, bon, les réunions se terminaient, ben maintenant on va faire les enveloppes, le bulletin c'est très bien, il est imprimé, il est beau, on en a en pile, mais maintenant il faut l'envoyer. Alors la liste d'adresses, donc ça impliquait un fichier, etc. Vincent doit en avoir quelques souvenirs. Il fallait l'envoyer et on se mettait à, comme des militants d'un quartier de telle ou telle association, à faire les enveloppes à une époque, évidemment, où il n'y avait pas encore l'usage de l'Internet qui s'est développé par la suite. Donc c'était une militante. Et puis c'était quelqu'un, effectivement, Françoise rappelait que lorsque Politisme m'avait demandé d'écrire quelques mots à sa mort, j'avais intitulé « Celle qui n'avait qu'un prénom ». Celle qui n'avait qu'un prénom. Donc c'est quelqu'un qui déclenchait des sentiments de proximité, d'empathie très personnels. Donc, elle était attachée plus, je dirais, au côté humain des relations militantes qu'au côté institutionnel de celle-ci, me semble-t-il. Enfin, bon. Elle a un parcours singulier de ce point de vue-là, un rapport aux autres même assez particulier, très déterminée par des gens qui l'ont influencée. Elle n'a pas fait d'école primaire. Hein. Elle était donc... elle n'est rentrée à l'école qu'en 6e. Et c'est sa mère, qui était prof de lettres, qui l'a scolarisée, si je puis dire, jusque-là. Et c'était aussi une autodidacte, on peut dire, hein, parce qu'elle a beaucoup lu. Elle a beaucoup lu. Elle s'est aussi formée par ses propres lectures, et ces lectures en question relevaient de l'histoire et beaucoup de la littérature. Elle a même hésité entre littérature et histoire, avec certaines influences qui se sont exercées dans ce sens. Mais quand on la voit filmer chez elle, je ne sais pas si vous avez remarqué, derrière elle, on aperçoit les éditions des œuvres complètes de Victor Hugo par Jean Massin, et elle en était très, très fervente, et elle lisait, et elle écrivait bien, et elle avait un talent d'écriture. Jusqu'à la fin de sa vie, elle était abonnée à la Quinzaine littéraire, par exemple. Hein, donc, elle avait cet intérêt pour les arts plastiques, hein, pour la littérature, en plus de ses engagements militants. Alors, je disais qu'elle était surtout déterminée par des rencontres personnelles. Alors, elle a eu en Cagne, en Hippocagne d'abord, puis en Cagne, des profs qui l'ont beaucoup influencée. Et là, il y avait quelqu'un qui venait de la Ligue des droits de l'homme, qui était prof de philo, qui s'appelait Michel Alexandre. Et Michel Alexandre, il fait partie de ceux qui, dans les années 37-38, a commencé, avec d'autres, hein, à dériver par... Dériver, c'est le mot que j'emploierais, parce qu'il s'y distinguait de l'orientation de la Ligue principale avec Victor Bache, mais
à mon avis, c'était aussi une orientation problématique, qu'on a appelée le pacifisme intégral. Pacifisme intégral. Il avait une femme, Jeanne Alexandre, qui était une prof de lettres, et le couple l'a beaucoup influencé. Et c'était des gens qui étaient brillants, et ça explique le fait que durant la guerre, elle n'a pas eu d'engagement résistant. Ben, c'est un fait. Hein. Elle n'a pas eu d'engagement résistant. Elle était un peu surdéterminée par ses influences de brillants intellectuels. Elle a eu aussi comme prof de philo en Cagne, Pierre Boutan, 24 ans, jeune philosophe, mais aussi un des animateurs, c'est lui qui prolongera l'action française après 1945, hein, après la disparition de la génération précédente. Bon, mais c'était un type extrêmement brillant au point de vue de sa culture et tout ça. Bon, en tout cas, elle est sensible aux influences personnelles que telle ou telle individualité a pu exercer sur elle. À la Libération, elle va donc enseigner dans le secondaire à lycée de Mulhouse et elle s'engage au Parti communiste. Elle épouse Jean Rebériou, qui était communiste depuis longtemps, d'une famille communiste, et elle se tourne vers cet engagement qu'elle va poursuivre pendant 23 ans. Elle va être membre du PCF pendant 23 ans, de 46 à 69. Hein, son exclusion, là, qui a été rappelée. Et elle restera toujours, d'une certaine façon, communiste. Quand elle est devenue présidente de la LDH, c'était le congrès de la Villette en 91, hein, c'est donc Yves Jouffat qui lui a passé le témoin, si je puis dire. L'intervention qu'elle a faite immédiatement, a dit, je ne sais pas comment je vais être accepté, enfin en substance, hein, par cette association, parce que j'ai longtemps été communiste et je ne suis pas une communiste repentante. C'est-à-dire, elle se pensait communiste au présent, même après son exclusion en 69. D'une certaine façon, elle a toujours appartenu à cette famille communiste, dont elle a été rejetée en 69. Quand elle y a adhéré en 46, ça ne s'est pas fait tout seul. Dans la notice du Métron que Patrick Fridanson lui a consacrée, Patrick Fridanson qui était un de ses collègues au lycée de Saint-Maur, Marcelin Berthelot. Hein. En cinquième et en première. Ouais. Élève de Madeleine. Élève de Madeleine. Il a changé d'option pour la récupérer en second cycle. D'accord. D'accord. Scientifique et équation littéraire pour la Merci de préciser. Donc, enfin, il l'a connu à Saint-Maur, au lycée. Ouais. Comme lycéen et non pas comme collègue. Oui. Donc, mais après, donc, il a fait cette notice. Oui, il est plus jeune, c'est vrai. Oui. Donc, il a fait cette notice dans le Métron, ça, je ne me trompe pas sur ce point, importante et précise et très documentée. Et il revient beaucoup sur l'adhésion de Madeleine au PC. Il cite une déclaration de Gaston Plissonnier qui dit « Il y a eu une décision du secrétariat du parti de l'accepter au parti, mais sans responsabilité en raison de son passé. » Bon. Et puis, il cite aussi d'autres rapports qui se sont accumulés dans son dossier que tenait le parti, voilà, et qui vont dans le même sens. Hein. Ne lui donnons pas de responsabilité. Sauf que les militants du Parti communiste, lui en donnaient volontiers des responsabilités, au sein de la section, au sein de la fédération, au sein du conseil municipal de Mulhouse, etc. Donc elle a très vite pris des responsabilités et elle s'est sentie bien pour les raisons qu'elle évoque dans le film, hein, dans cette association, dans ce parti, le Parti communiste, avec pour motivation, c'est ça qu'elle met en avant, la question sociale. Hein, déjà la question sociale qui, pour elle, a été l'élément déterminant de son adhésion au communisme, hein, au communisme en 1946. Elle parle de la taille des ouvriers du textile à Mulhouse par rapport aux bourgeois de la même ville. Donc, la question sociale.
Donc elle a une longue fréquentation avec le Parti communiste, mais des rapports un peu compliqués avec la hiérarchie, dirais-je, hein, qui sont visibles dans les dossiers qui étaient alimentés à son sujet et qui ont parfois été alimentés par sa jeune sœur, qui a eu un engagement plus précoce au parti qu'elle, y compris dans la résistance, et qui a alimenté un peu les dossiers et une certaine méfiance de la hiérarchie à son égard. Enfin voilà, il me semble qu'on peut le dire. C'est du moins ce qui ressort des citations de Patrick Frédinson. Elle a quand même milité dans ce parti, et elle y est restée attachée. C'est dur de rompre avec son parti, dit-elle, en faisant allusion à Daniel Meyer, mais elle le dit en pensant à elle, hein, ça c'est clair, tout le monde le comprend. Donc, et elle n'a jamais rompu d'une certaine façon. Je dirais que son appréciation sur la gauche française, dirais-je, les principaux partis de la gauche française au XXe siècle, est restée déterminée par cette sympathie pour l'engagement communiste, l'engagement social des communistes, l'engagement anticolonialiste aussi plus fort que, même s'il a été partagé par certains socialistes par la suite. Donc elle a eu toujours, elle se sentait à mon avis plus proche de la famille communiste. J'emploierai pas le mot qu'emploie Alain Ruscio, la force communiste qu'il emploie dans son ouvrage, mais disons de la famille, de la mouvance. Elle s'en sentait plus proche que de la mouvance socialiste, me semble-t-il, et jusqu'à la fin du siècle. Bon, jusqu'à la fin du XXe, me semble-t-il, mais ce n'est qu'une appréciation, hein, qui pourra être tout à fait contredite, voire nuancée. Alors, après, dans les années de la guerre d'Algérie, elle a cet engagement très fort en faveur de l'indépendance, moralement contre l'emploi de la torture et contre la répression, mais aussi pour l'indépendance, comme elle le dit. Elle fonde un comité contre la guerre et pour l'indépendance de l'Algérie avec 3 autres femmes, dont Bianca Lamblin, qui était proche du groupe des temps modernes, hein, de Sartre, avec des gens qui venaient des ciné-clubs, du SGEN, hein, qui est donc une mouvance plutôt de référence chrétienne. Et donc, elle se lance dans ce comité et elle est très attachée à ne pas juger les gens en fonction des étiquettes qu'ils portent sur le dos, si je puis dire. À voir humainement ce qu'ils apportent, enfin, c'est du moins mon point de vue, ça pourra aussi être contredit par la suite. Alors donc, une longue fréquentation du Parti communiste, un long attachement encore à cette tradition, me semble-t-il. Et alors sur la tradition anticolonialiste, ben, j'y reviendrai, ça a été fondamental pour elle, parce que c'est aussi ce qu'elle apporte dans la Ligue, me semble-t-il, quand elle y rejoint. On ne sait pas trop quand elle y adhère. C'est 58 qui est le tournant dans l'histoire de la LDH, puisque c'est le moment où Daniel Meyer rompt avec la SFIO de manière totale, explicite, démissionne du Parlement et prend la présidence de la Ligue. Et là, il relance la LDH sur la base de ce combat contre la colonisation et la guerre d'Algérie. Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle vient, elle est présente, elle est mentionnée lors des congrès, des premiers congrès de la période Daniel Meyer, mais elle n'y adhère, semble-t-il, que plus tard, 62, elle est toujours membre du PCF, hein. Il y avait une longue tradition de refus de la double appartenance. Hein. Dans les années 20, les cartes du parti mentionnaient « Je ne fais pas partie de la Ligue des droits de l'homme », il fallait signer au dos. Qu'en 23. Qu'en 23. Qu'en 23. Seulement en 23. D'accord. Et puis, et de la franc-maçonnerie. Sur la carte de 24, tu ne l'as pas. Ah d'accord, c'est uniquement l'année 23. C'est après le 4e congrès de l'Internationale communiste. Bon, mais enfin, la consigne, elle perdure, me semble-t-il, à l'année 1923. Ah oui, la consigne, c'est autre chose. L'écrit était quand même d'une... L'écrit, ce que tu cites, là, le petit feuillet qui est inséré dans la carte du parti... Ou même le volet 4. Franc-maçonnerie Verboten,
c'est Ils le disent en 1923. français. Sur la carte, oui en français, sur la carte, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est 1925, il a disparu, 26 a disparu, 27 a disparu, et on ne le reverra plus. Après, la consigne dont tu parles, ça c'est autre chose. Ça perdure. Là, ça a perduré, grosso modo, jusqu'à l'intervention de Valdez-Crochet en 64, lors d'une discussion avec un des Déjà, grands maîtres Paul du Grand Langevin Orient. était président de la Ligue et communiste. Oui, il venait d'adhérer au parti, il était ligueur depuis beaucoup plus longtemps, mais Il adhère au parti. il adhère au Et parti. président de la Ligue de droite. Absolument. Bon, Hein, et avant lui, il y avait Julien Racan. Il meurt brusquement en 1946. Oui. Bravo. Bon, en tout cas, elle adhère en 64, précisément. Non, elle est élue. Elle est élue. J'ai adhéré quand je suis rentré au comité central. Oui. D'ailleurs, 64. me demande dans le comité central, donc j'ai donné mon adhésion à l'association. Voilà. Voilà. Mais qu'elle fréquentait néanmoins. Qu'elle fréquentait, effectivement. Elle le dit, là. Elle le dit dans, Elle faisait la liaison avec le comité. Audin. Et elle formalise au moment où on entre au comité central, ce qui est logique. Bon, en tout cas, l'entrée de Madeleine à la Ligue coïncide avec ce mouvement impulsé par Daniel Meyer, qui lui n'était pas du tout communiste. Non, il était même accusé par les communistes d'être les mauvais socialistes, le leader des mauvais socialistes, puisque, bon, Guy Mollet étant plus fréquentable, je dirais, bon, qu'importe. En 46, oui, mais voilà. En 46, oui. En 46, bon, enfin... enfin, c'est pas notre sujet. Elle coïncide avec ce moment, ce tournant que Daniel Meyer et ceux qui vont le suivre à la Ligue font prendre à la LDH. Ce nouvel élan, et moi je dirais, parce qu'on a tenu un colloque à la Contemporaine sur les 120 ans de la LDH, ben qu'il y a assez clairement deux périodes. Il y a une première période qui est dans la continuité de l'épisode fondateur de l'affaire Dreyfus, hein, et ça se poursuit très longtemps. Et il y a une deuxième moitié, 60 ans, disons 1898-1958, et il y a une deuxième moitié, 1958 jusqu'à aujourd'hui, qui est déterminée par un deuxième élan qui a été donné justement par Daniel Meyer et par les gens qui se sont engagés contre la guerre d'Algérie. Hein. Et Daniel Meyer a fait adhérer à la LDH tous les gens qui étaient proches de lui, que ce soit la mouvance PSA, puis ensuite PSU, ou que ce soit d'autres qui étaient simplement des juristes et qui n'étaient pas spécialement affiliés premièrement à des partis politiques. Bon, en tout cas, elle participe à cette renaissance, cette relance de la LDH qui s'est produite dans la guerre d'Algérie et qui s'est prolongée, me semble-t-il, dans la mesure où il fallait aborder des questions nouvelles liées en partie, pas que, à la situation postcoloniale. Je pense par exemple à son fort investissement autour de sa présidence, mais avant et après, autour de laïcité, islam, question du foulard, nouvelle forme du racisme. Et puis elle était toujours, tout en étant attentive à la question sociale, qui restait une permanence chez elle, et à l'éducation populaire aussi. Hein. Elle a été vice-présidente du Cercle Condorcet de Paris, elle a eu un engagement éducation populaire et un engagement laïque. Mais je parlais de son éducation primaire, elle était religieuse aussi. Sa mère lui a donné une éducation religieuse, elle a fait sa première communion. Bon. Donc, même si après elle est devenue une militante laïque, hein, eh bien, ça doit compter dans un itinéraire, me semble-t-il. Alors, elle est très liée, et c'est là-dessus que je voudrais insister, avec ce second élan dans l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Et moi, je vois volontiers 60 ans marqués par l'affaire Dreyfus, bon, qui bien sûr va au-delà de la durée de 60 ans, puisque Madeleine, par exemple, s'est investie dans le centenaire de l'affaire Dreyfus. Elle l'a commencé, elle était encore présidente. Hein, 94, le centenaire du premier procès de Dreyfus.
et elle l'a poursuivi. Elle s'en est occupée jusqu'à la fin de sa vie, et on peut dire que le centenaire de l'affaire, il s'est poursuivi jusqu'à 2006, avec l'édition du bouquin de Vincent Duclerc sur Dreyfus, et les commémorations qui ont été plus fortes en 2006, nettement plus fortes qu'en 1994, ou même qu'en 1998, le centenaire de J'accuse de Zola. Donc elle a suivi ça jusqu'au bout, et elle a continué à être attachée à cette histoire, d'autant plus qu'elle était historienne du 19e. Ok. Mais elle a ajouté à ses centres d'intérêt, en dehors de l'affaire Dreyfus, et bien notamment cette question de l'anticolonialisme. Ça a été d'ailleurs un des sujets qui a motivé la détérioration de ses relations avec la direction du PCF, on pourrait dire ça comme ça, qui aboutit à son exclusion. 59, c'est les textes choisis dans les classiques du peuple des éditions sociales de Jaurès contre la guerre et la politique coloniale, où elle met le doigt sur l'engagement vers l'anticolonialisme, dirons-nous, de Jaurès. Elle s'intéresse à Jaurès, donc sur ce thème-là, de l'engagement, de la préoccupation de Jaurès sur la question coloniale, et elle est aussi encouragée par Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet qui, dans son premier livre, L'affaire Audin, là, met une citation de Jaurès en 4e, des preuves de Jaurès, et se rattache à Jaurès dans plusieurs argumentaires. Donc, elle est très... Alors, je ne développe pas sur Jaurès, puisque je ne veux pas empiéter sur ta communication, Gilles, ni sur un autre thème très important, qui est les droits des femmes, que Nicole va aborder. Mais en tout cas, elle a apporté à la Ligue, me semble-t-il, des éléments de préoccupation qui lui étaient en partie extérieurs et qui lui ont bénéficié. Voilà. Et elle avait une formule, par exemple, l'avenir de la Ligue est hors de la Ligue, qu'elle répétait souvent. L'avenir de la Ligue est hors de la Ligue, peut-être certains de ceux qui l'ont connue dans les années précédentes ou de sa présidence s'en souviennent. Elle avait l'idée, la certitude qu'il fallait que la Ligue arrive à sortir de son isolement, parce qu'il faut dire que la Ligue de l'après-guerre était quand même dans une misère assez considérable et peu comparable à ce qu'elle avait été avant-guerre, au point de vue de son influence, de ses réseaux et de son nombre d'adhérents, etc. Elle était quand même réduite à un peu la portion congrue, avec des dirigeants vieillissants. Je mettrai un peu à part Émile Kahn. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail sur cela, vu le temps qui nous reste. Enfin voilà, elle a apporté des traditions à la Ligue, elle a eu le souci des traditions qui lui étaient un peu extérieures, sur lesquelles elle a insisté, pas la seule à l'apporter. Son engagement à la fin, mais je n'aurai pas le temps de le développer quand elle avait créé ce collectif Trop c'est trop, est très intéressant, parce qu'elle avait un engagement militant, bon, l'histoire des enveloppes, en même temps un rôle de Pierre Vidal-Naquet qui était un peu sa conscience sur ce sujet-là, et quand il y avait un désaccord, je me souviens de débats précis, je n'aurai pas le temps de les évoquer, mais parfois il y avait des débats. Et Pierre disait non, il faut approuver tel truc. Bon. Et elle disait ah bon, dans ce cas-là, ok. C'était un peu lui qui avait la direction politique, si je puis dire, même si Madeleine était, me semble-t-il, l'âme et l'animatrice. Alors, ce que je voudrais dire, je n'ai pas le temps de parler du centenaire de la LDH dans lequel s'est beaucoup investi, cette rencontre au palais de Chaillot, dans la grande salle de Chaillot, où la Ligue a fait venir le président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Bon, c'est la seule fois de l'histoire de 120 ans de la Ligue qu'un président est venu. Même quand ils étaient de gauche, ils ne sont pas venus. Pardon, il y avait peut-être, je vois que tu fronces le sourcil, il y avait quand même le congrès de 84 ou 6.
Mitterrand est venu, oui, pardon, je dis une bêtise là. Mitterrand est venu au ministère des PTT. Voilà, il est venu à ce congrès-là. Oui, effectivement, il était déjà président, il est venu. Donc c'est pas la seule fois, Chirac. Mais oui, non, mais là je parle d'un congrès. Bon. Donc Blum est venu à un congrès en tant que président du Conseil en 1937, je crois. Bon, mais voilà. Enfin, Chirac est venu, mais c'est pas que ça qui a marqué cette commémoration du centenaire. Elle y avait fait, elle avait tenu à projeter ce film de Jean Renoir, Vivre libre, qui avait été tourné aux États-Unis en anglais, et pour ça, qui avait été un petit peu boycotté par la critique à la Libération, dans les années de la Libération. Mais elle le trouvait très fort, qui se termine par Charles Laughton, qui est un instituteur qui fait écrire au tableau la Déclaration des droits de l'homme au moment de son arrestation. Je termine en restant sur les hommages qui lui ont été rendus et qui témoignent de ce côté empathique qu'elle suscitait de la part des militants. Elle avait une bonne image auprès des militants. Elle adorait, il faut dire, circuler ici ou là, et voilà, elle était bien reçue et elle avait un bon contact. Voilà. Et alors, dans l'auditorium du musée d'Orsay, quand on a, peu de temps après sa mort, organisé, il débordait, hein, tout le monde ne pouvait pas rentrer, etc. Et il y avait vraiment des gens d'horizons divers, etc. Il y avait un livre d'or. Et j'en avais gardé une photocopie de ce qui avait été inscrit, pour le laisser sur la table si quelqu'un veut le feuilleter. J'avais envie, mais tu vas me dire que je n'en ai pas le droit. Il n'y a plus de temps. J'ai plus de temps. J'avais envie de lire une note qu'un militant, qu'importe son nom, qu'importe, je ne le connais pas, avait écrit, et ce qui me semble assez emblématique. Ah. Je me souviendrai, je le lis vite. Je me souviendrai toujours, anecdote, du retour en train avec Madeleine depuis Auxerre vers Paris après la tenue du colloque Camélina. Elle nous a émerveillés, souligné, conservant malgré son âge, sa vivacité d'esprit, son humour, son dynamisme et son militantisme intacts. Grâce à Madeleine, nous nous sentions mieux, transformés, ayant envie de lutter, de militer pour un monde plus juste et beau. Madeleine savait allier le politique et l'esthétique, probablement parce qu'elle vivait son engagement avec profondeur, avec une énergie exaltante. Elle nous a toujours donné le goût de nous battre jusqu'au bout. Lors de ce voyage, elle évoqua sa vie, nos vies, la Palestine, l'histoire, des histoires. On avait envie de continuer car elle nous entraînait à penser autrement. Voilà, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Bon, d'accord. C'était un colloque Camélina à Auxerre. Je ne sais pas si tu en connais la date. Tu y étais. Si vous permettez les gilets. Voilà, je suis pressé. Je laisse la parole tout de suite. Oui, le micro. Ah, pardon. Désinfection.